je m'intéresse beaucoup plus de la conduite de l'élevage. Un jeune éleveur qui se rend dans un centre de recherche, il prend des sujets, une fois il se met à les multiplier en désordre, n'importe comment. Et à la fin, on ne sait plus s'il a du Neymar, s'il a des Duroc, s'il a des large white, s'il a des Landras, on ne sait plus quoi, ou bien même la race locale, on ne comprend plus rien. Voilà. Et il y a aussi ce problème, je t'ai longtemps écouté, toi tu es, comment on dit, tu es un très grand fan de la race Neymar. Oui. Après moi je dis, ok, ça donne, tu as 22 petits, 23, 20, ouais. Mais est-ce que la gestion durant les mises bas, ouais. C'est pas la chose la plus compliquée? Et même nous sommes à l'ère de la mondialisation aujourd'hui. L'Africain de nos jours n'est pas celui-là qui se contente de l'Afrique et de son maître blanc. C'est celui qui peut aller au-delà de ses frontières. L'Africain de nos jours est celui-là qui se retrouve dans tous les continents. La preuve, d'autres qui sont partis étudier dans des écoles en Occident sont même devenus les majors dans leur domaine de spécialisation. Donc pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus limiter l'Africain à l'Afrique. Ici, au pays, le gouvernement, les coopératives ne payent même pas les taxes. Ils ne payent pas grand-chose. C'est-à-dire que le gouvernement a voulu que tellement qu'ils se mettent en association, en synergie, pour pouvoir supporter les contrepoids, les poux, les difficultés du secteur. Je me nomme Bertrand Kemonye, ingénieur en production animale, directeur de Big Farm. Je suis ici accompagné de... Vous vous présentez? Moi c'est Christian de Le Fermier Africain. Et pour moi aujourd'hui c'est une opportunité d'arriver dans la ferme de Bertrand. De Loïc Kamwa. Après il est le directeur de la ferme. Mais j'ai toujours voulu arriver et voir comment ici ils ont installé le matériel agricole. Et je compte apprendre beaucoup aussi de leur expérience. Donc on va faire le tour de la ferme en faisant quelques questions qui vont sûrement vous aider. Okay. On va commencer. Merci. Donc, nous allons présenter immédiatement les engins que nous utilisons pour le labour. Pour ce qui est de la culture du maïs, qui est notre culture phare. Parce qu'il faut déjà noter que notre vision, c'est de produire assez de céréales pour servir l'Afrique affamée. Et aussi de produire à côté de ces céréales l'élément rare qui est la viande. Parce que l'OMS même décriait encore que ici, dans le tiers-monde, nous sommes très en dessous de la consommation normale pour ce qui est des produits carnés. Voilà pourquoi on s'est dit que il faut se lancer là-dedans, produire pour satisfaire cette demande criarde qui existe et qui est réelle ici en Afrique. Ici, c'est un bâtiment destiné à la production des poulets de chair. Mais à la longue, nous comptons faire 10 000 poulets pondeuses. L'élevage des pontes, donc des pondeuses d'œufs de table, d'œufs de consommation, comme je vous ai parlé de la sous-consommation des produits carnés ici en Afrique. On se dit que l'œuf est à la portée de tous. Même avec 75 francs, on peut se procurer d'un œuf. Donc, il faut commencer par là. Ici, c'est un bâtiment en chantier. Oui. J'ai vu, c'est récemment que vous avez commencé à le construire. Voici. Donc, c'est presque, c'est pas encore terminé. Il va falloir qu'on mette la charpente et qu'on tôle. Et puis, on habille tout le tout. Et on dalle le sol comme de l'autre côté. Et la superficie, c'est sur combien de mètres? Je vais plutôt vous donner en termes de densité de poules que ça peut prendre. En termes de poulets pondeuses, en prenant 7 au mètre carré, on peut élever jusqu'à 6 000 dans ce bâtiment. Ici, 7 500. 6 000 sujets. 6 000 sujets. Donc, en prenant 7 au mètre carré, il faut simplement multiplier 6 000 fois 7 pour avoir la superficie totale. Après, il y a cette question aussi. Je me pose toujours la question, avec les températures qui deviennent de plus en plus chaudes, élever ce nombre de sujets, est-ce qu'on va
à moins qu'on investisse dans la ventilation. Est-ce qu'on va s'en sortir avec les températures? Surtout que nous sommes en milieu tropical, où les climats. Là, je comprends votre préoccupation. Ici, nous avons tenu compte. Vous allez voir que le bâtiment, normalement, est plutôt dans le sens, le grand côté du bâtiment est dans le sens est-ouest. Ouais. Or, en réalité, selon les normes, beaucoup diront en fonction des sites que les grands vents vont plutôt dans le sens nord-sud. Ici, c'est le contraire parce qu'il y a une grande montagne qu'on appelle la montagne de Kon. Tu sais, ici, nous sommes dans la localité de Konyambeta. Il y a une chaîne de montagnes là-bas qui a déjoué les grands vents. Ce qui fait que les vents dominants vont dans le sens est-ouest. Ouais. En même temps que dans le sens du déplacement des rayons solaires. Ce qui fait qu'il y a une très grande ventilation ici. Nous avons tenu compte. Naturellement, ça se ventile. Okay. Donc, on n'aura pas ce besoin. Et quand vous voyez les ouvertures, c'est grandement, la ferme est grandement ouverte pour laisser ces vents traverser. Par contre, là-bas derrière, on va même encore installer un brise-vent. Parce que la vitesse des vents qui circulent vraiment est assez importante. On ne peut pas laisser tout ça là, ça va constituer des sources de stress. Oui. Donc ici, le milieu est assez propice pour cet élevage. On a tenu compte de tous ces paramètres de ventilation. Parce que dans le littoral, j'étais à Bangladesh. Et vous voyez, ici, au niveau de la charpente, vous voyez les lanterneaux. Ouais. Ça veut dire que tout ce qui est chaleur sort du bâtiment rapidement. L'occasion pour moi je ne sais pas si toi tu es disponible pour les conseils de construction de ferme. Parce que souvent, en tant que zootechnicien, bien sûr. C'est souvent un problème. On investit énormément dans les fermes. On se dit que parce qu'on a fait des murs solides, on investit, on aura un bon résultat. Alors que déjà la localisation, le sens de la ferme a été raté. Biaisé dès le départ. Donc, Agribusiness est disponible pour des conseils en ce qui concerne même la construction même des bâtiments. Je tiens déjà à rappeler la grande ensemble que nous travaillons avec des ingénieurs de génie civil. Et nous, en tant qu'ingénieurs dans le domaine dans les productions animales, nous travaillons en coopérative pour produire des bâtiments qui répondent au mieux les normes pour ce qui est des bâtiments d'élevage. Généralement, et bien d'autres. Nous travaillons avec Citrum Construction. Donc, nous concevons même des plans. Nous faisons des études, des projets sur le site du début. On donne même des conseils pour des sites où, parce que très souvent, des gens qui viennent solliciter notre expertise, on arrive sur le site qu'ils ont choisi idéalement, on s'en rend compte que ça ne correspond pas. Par contre, on les propose autre chose qui peut bien marcher là-bas. Et lorsque le site répond, s'il faut ajuster, soit parce que pour le cas de Big Farm, je vous ai dit qu'on doit encore installer des brises-vents. Le style à chaque fois. Oui, pour que ça ralentit un peu la vitesse de l'air. Peut-être, je pense que c'est en soirée qu'on descend le brise-vent. La journée, il est plus ou moins en l'air. Non, le plus souvent, on va faire des heavy. Ce sera une plante végétale. Pourquoi? Parce que la plante oxygène, séquestre le gaz carbonique et rejette par contre l'oxygène. Ça, c'est du moins en journée quand il fait chaud. Et quand on a besoin de ces vents. Donc en soirée, dans la nuit, les vents passent les vents ne sont pas très abondants. Et installer plutôt un dispositif artificiel va nous coûter. Et puis on ne bénéficie de rien à installer cela. Donc nous avons choisi pour le cas d'espèce des Ficus benjamina. Ficus benjamina, je ne sais pas si vous avez déjà suivi parler de cette plante. Non. On peut aussi mettre du sapin. En tout cas, dans la vidéo, on va... c'est comme le sapin. C'est à peu près comme le sapin. Ok, je vois. Donc ce sont les plantes qui vont très en haut. Très haut, okay. Et puis on peut tailler pour donner les formes. On peut faire des tailles de formes dessus. Ok. Et j'imagine agribusiness aussi dans l'élevage du porc. Bien sûr, ça une ferme expérimentale. J'appelle ça matériel didactique. Donc nous allons descendre vers là tout de suite pour voir ce qu'on a déjà comme matériel génétique et dans quel milieu nous pratiquons notre élevage. Mais je tiens à noter que là-bas, ça ne respecte pas vraiment les normes. Parce que l'objectif
pour nous, c'était dès le départ de donner quelque chose aux étudiants, qu'ils puissent avoir quelque chose sous la main qui les permet déjà de manipuler et de vérifier les connaissances que nous, les sommes de connaissances théoriques que nous les donnons dans les salles de classe, qu'ils puissent aussi toucher du doigt. Donc ce ne sera pas trop grand. Moi, je m'intéresse énormément à l'élevage de porc. Je ne sais pas où je peux, dans quel secteur je peux me lancer en élevage de porc. Qu'est-ce que toi tu me conseilles? En tant que débutant, ouais. Très souvent, je conseille le conseil que je donne à tous les débutants, c'est de se spécialiser d'abord en engraissement. Ouais. Si vous commencez comme engraisseur, parce que engraisseur, ça veut dire que vous prenez des sujets chez les naisseurs et que vous mettez dans votre ferme, vous les élevez pendant 7 mois, 6 mois et demi, ça dépend des races que vous aurez choisies. Et entre 6 mois, 7 mois, ils seront normalement, si vous les nourrissez, ils seront entre 90 et 110 kg. Vous pouvez les vendre et recommander une nouvelle bande. Là, vous êtes tout simplement engraisseur. Or, en le faisant, déjà, ça vous permet de vous familiariser avec l'animal, d'étudier les petits dégâts qu'ils peuvent avoir. Or, lorsque vous êtes naisseur, vous êtes appelé à garder le même animal pour longtemps. Or, en le gardant pour longtemps, au moins 3 ans et demi. En le gardant pour longtemps, ça veut dire que vous allez résoudre ces problèmes pendant longtemps. Or, si vous prenez tout juste une bande en début et que vous allez 6 mois après les écouler, vous aurez la chance de ne pas avoir des maladies, des contraintes que l'animal pourra vous présenter. Donc, ça c'est pour un début. Avec du temps, vous pouvez maintenant installer dans un autre site une ferme où là vous devenez naisseur, avec la collaboration bien sûr d'un technicien d'élevage. Mais le fait qu'il y ait ce problème, qu'en Afrique, principalement au Cameroun, qu'il n'y ait pas des normes, je vais acheter le porc que je veux engraisser, je ne suis pas du tout sûr du type de porc que j'achète, de la race. Du matériel génétique. Très bien. Ça fait problème. Ça fait un très grand problème. Ce n'est pas seulement pour les races exotiques que nous nous retrouvons ici en milieu tropical avec, mais le problème même aussi va jusqu'aux races locales qu'on avait déjà. Tout s'est mélangé, il n'y a pas je veux dire quoi, aucun élevage, je veux dire très peu, dire qu'aucun ce serait exagéré, très peu d'éleveurs font dans ce qu'on appelle la conservation du matériel génétique. C'est le pourquoi je vous ai conseillé dès le début de vous installer beaucoup plus comme engraisseur. Parce que pour être naisseur, vous devez pouvoir faire les croisements de conservation et pouvoir faire des croisements commerciaux qui peuvent être des hybridations que vous allez mettre sur le marché en fonction de l'intérêt génétique que vous aurez choisi. Donc nous allons descendre par là. Des contraintes que votre site présente, ça vous permet même d'étudier votre site parce qu'en fonction des problèmes, lorsque vous élevez un animal quelque part, plus le temps passe, les problèmes du milieu ressortent toutes seules et ça vous apprend comment intervenir. Si bien que si demain vous voulez vous spécialiser maintenant en essai, transformer votre unité de production en unité de production plutôt des porcelets que des porcs de plus de 100 kg, vous saurez déjà comment vous prendre pour ce qui est des pathologies, des maladies environnantes. Donc voilà ce que je vous conseille. Et plus tard, si vous voulez vous spécialiser en tant que naisseur, vous aurez toujours besoin de conseils techniques. Vous avez évoqué un sujet là tout à l'heure pour ce qui était celui de la conservation des races ici en milieu tropical. C'est devenu tellement compliqué. Tellement compliqué parce que beaucoup d'éleveurs qui sollicitent des races exotiques, une fois qu'ils amènent dans leurs élevages, ils ne savent plus comment conserver ces races. Du coup, on n'a que des hybrides et il y a une certaine dilution terrible. Finalement, parfois, on ne sait pas si on a affaire à on ne sait pas de quelle race parfois il s'agit. Parfois, c'est un mélange de races locales ou alors un mélange de 3-4 races exotiques avec les races locaux. Finalement, même on ne sait pas exactement
quelle race on en a. Voilà le problème de l'Afrique. Mais après, quelque part, il ne faudrait pas que l'éleveur moderne africain, je ne sais pas, tu vas passer là-bas, s'intéresse à la génétique, au brassage. Bien évidemment. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous voulez être naisseur, vous avez besoin d'un prérequis. Je vous ai conseillé un technicien d'élevage. Parce que vous ne saurez être un bon naisseur sans avoir des notions de base préliminaires de la génétique. Vous ne serez jamais un bon naisseur sans avoir ne serait-ce que le b.a.-ba de la génétique moderne. Cela va vous être très compliqué. Puisque le naisseur est celui-là qui est capable de faire au moins 2 types de croisements. C'est-à-dire 2 types de saillies pour rentrer dans le langage simple. Avant de saillir votre animal, c'est-à-dire une fois que vous avez observé les chaleurs, vous dites les petits que j'aurai à l'issue de ce croisement, qu'est-ce que j'en fais? C'est pour les conserver ou alors c'est pour les vendre? S'il faut même les vendre, je les vends comme sujet à l'engrais ou sujet à aller peupler une autre ferme de naisseurs. Si oui, bon maintenant, quel intérêt génétique, quels sont les sujets que je choisis pour conserver? J'ai quelle race en réalité? Un peu aller pratiquer les lois de Mendel et au fur et à mesure éliminer les races dont on n'a pas besoin et conserver les races. Non, là vous parlez d'un problème de sélection. Vous parlez déjà, ça c'est déjà un problème de sélection. Ça c'est beaucoup plus, ceux qui devraient même faire, ce ne sont même pas des naisseurs. Ça ce sont ceux qui font dans l'amélioration des races. Justement, je disais que... C'est-à-dire dans des centres d'amélioration, on devrait pouvoir faire la sélection. Justement, je parlais de ça parce qu'au Cameroun, on n'a pas ce genre de centre. Donc, il existe un. Très rare. Peut-être l'éleveur qui se de Colbisson. Je parlais peut-être de l'éleveur qui se trouve loin là-bas. Il est dit peut-être à Tchang, il est dans son petit coin, il a peut-être ses 40 bêtes. Lui peut avoir un petit laboratoire où il fait les sélections et il élimine et il trie comme ça les sélections dont il a besoin. Je suis d'accord avec vous, mais pas tout à fait parce que l'éleveur, à mon avis, à mon humble avis, n'a pas besoin pour faire la génétique. Ça demande quand même un bagage. La génétique ne s'enseigne pas à la cible. Après, je disais avoir au moins les bases. Avoir les bases de la génétique. Pour avoir même ces bases de la génétique, il faudrait déjà avoir un prérequis dans d'autres sciences qui ne font même pas partie de la génétique. La reproduction. Oui. Donc là, vous parlez d'un problème. Au niveau de l'Afrique, on devrait avoir des centres de recherche. Maintenant, on pouvait faire plutôt que les chercheurs s'approchent des éleveurs afin ensemble de pouvoir les aider, les assister en ce sens-là. Ouais. Si par exemple j'ai une mosaïque de races locales, là-dedans je choisis peut-être les sujets qui ont un intérêt génétique souhaitable. Je choisis quelques bêtes qui présentent ce caractère qui m'intéresse. Je les mets ensemble pour combiner. Et voilà, parce que la génétique ne se limite pas seulement à choisir et observer. Il faut d'abord se rassurer que les caractères dont je désire, dont j'apprécie chez le sujet sont des caractères pénétrants. Il faudrait que je me rassure que dans un croisement, ces caractères sont réellement transmissibles. Une fois, c'est le pourquoi. Voilà. Une fois, lorsque j'ai déjà fait cela, et pour le faire, j'ai besoin de l'assistance d'un technicien qui est à côté de moi, qui me dit, bon, voilà, avec l'œil de l'agronome, il dit, voilà, tel sujet manifeste peut-être, il a des gènes de la rusticité. Comme la Dior. Comme par exemple. Maintenant, une fois prélevé, est-ce qu'en le combinant avec d'autres, en le maintenant à l'état pur, est-ce qu'on ne peut pas, même au sein de la population des Durocs, sélectionner des Durocs qui sont encore hyper performants? Là, ça demande, ça c'est plutôt un domaine qui relève beaucoup plus de la recherche, plutôt que chez l'éleveur, parce que l'éleveur, pour moi, c'est celui-là qui a une niche économique à satisfaire et se fait de l'argent. Moi, je voyais ça un peu comme quoi, créer son petit laboratoire de recherche
Je suis tout à fait d'accord. On a au sommet des connaissances, mais on a ce petit laboratoire pour résoudre les petits problèmes de base. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et il y a aussi ce problème, j'ai tellement longtemps écouté. Toi, tu es, comment dire, tu es un très grand fan de la race Neymar. Oui. Après, moi, je dis, ok, ça donne, tu as 22 petits, 23, 20. Ouais. Mais est-ce que la gestion durant les mises bas, c'est pas la chose la plus compliquée? Et même je veux dire quoi, c'est une race très fragile ici dans des conditions tropicales. C'est vraiment compliqué. Le tout, pour moi, l'élevage pour moi est avant tout une passion. Je me dis que quand on est passionné, on se donne du temps et des moyens. D'accord? Moi, par exemple, ce qui m'intéresse chez le Neymar, c'est sa prolificité. Il a un gain moyen. Le nombre de mises bas, je veux dire quoi? Ce qu'on appelle en langage technique la portée. Il a une très grande portée. Le nombre de petits par mise bas. Maintenant, il y a aussi son indice de croissance. Sa consommation alimentaire est faible. Donc l'indice de consommation chez le Neymar est faible. Il mange peu d'aliments. Voilà, il transforme moins d'aliments en viande, comme vous le dites. C'est-à-dire pour une unité de production, il prend un tout petit pour en faire un gros. Ça m'intéresse. Si cela m'intéresse davantage, je dois me donner tous les moyens pour que c'est ce que je souhaite faire avec mon Neymar, que je puisse l'avoir. Je mets tous mes moyens en jeu. Il ne s'agit pas de la blague. C'est pour ça que je vous ai parlé de la passion. Quand on est passionné, on se donne des moyens, on se donne du temps, on se sacrifie. Et à la fin, on a des résultats. Mais après... cette sensibilité du Neymar, de la race Neymar. Oui, on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, chercher un brassage chromogénique avec une race un peu plus rustique. Ici, on l'a déjà même fait dans la plupart des élevages. Je veux parler des centres d'amélioration qu'il y a déjà ici au pays sans toutefois faire leur publicité. Une fois, la plupart qui sont allés chercher, que ce soit en Chine, que ce soit dans d'autres pays, la sémence du Neymar, quand ils sont arrivés ici, ils n'ont pas inséminé directement les Neymar avec. Ils sont passés par d'autres qui étaient beaucoup plus rustiques, qui pouvaient supporter, et ils ont amélioré progressivement pour avoir. Maintenant, la question se trouve au niveau où est-ce que ces sujets qu'on pouvait considérer les Neymar purs à l'africaine sont encore purs? Je m'intéresse beaucoup plus de la conduite de l'élevage. Un jeune éleveur qui se rend dans un centre de recherche, il prend des sujets. Une fois, il se met à les multiplier en désordre, n'importe comment. Et à la fin, on ne sait plus s'il a du Neymar, s'il a des Duroc, s'il a des large white, s'il a des Landras, on ne sait plus quoi, ou bien même la race locale, on ne comprend plus rien. Encore que certains éleveurs ne maîtrisent pas vraiment les caractéristiques de ces races-là. Ouais. Et pour finir, ça fait qu'on a tout un mosaïque. C'est-à-dire, nous, on se retrouve dans un mélange de tout. Dans un mélange de tout. La plupart des éleveurs ici chez nous font dans ce que j'appelle le tout venant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réellement une race spécifique. Et même en génétique, ça devient complexe parce que qui dit brasser plusieurs allèles signifie plusieurs problèmes à résoudre. Quand on se retrouve dans une situation où on a un mélange de tout, on ne sait, il est difficile de savoir comment ce tout-là fonctionne. Il serait très difficile. Parfois, ça peut avoir un avantage. Ça a un avantage le plus souvent. L'hybridation, l'hybride souvent plus. Oui. Bon, maintenant, il s'agit de l'hybridation jusqu'à combien de niveaux? Si il s'agissait que peut-être l'hybridation issue des deux parents plus, c'est encore contrôlable. Oui, à la F1, c'est encore contrôlable. Mais d'autres vont te parler de la F8. Ça, on ne sait pas. Et ils ne maîtrisent pas déjà la F1. Ouais. Ils ne maîtrisent même pas les parents du départ. Ils n'ont aucune notion. Et à la fin, maintenant, lorsqu'ils se retrouvent avec tout cela, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont des porcs de race, comme on le dit.
communément. Il s'agit de quelle race? Ils ne vont que te répondre. Donc, ça veut dire, selon toi, le gros problème, c'est la formation. C'est la formation, c'est l'encadrement des éleveurs. Il y en a d'autres. Il y a les plus gros éleveurs ici ont toujours ce problème. Ils ont toujours ce problème. Parce que vous qui faites dans la charcuterie, vous n'allez pas nier ceci. En fonction de certaines races même, la notion même de la race a influence même sur la qualité de la carcasse qui vous intéresse. C'est le point de départ, l'histoire de la race. Voilà. Et si on est déjà en élevage, on n'est pas sûr d'avoir cette race, ça devient un peu compliqué. Vous voyez qu'à la fin, ça va aller impacter même sur la nature de la carcasse. Finalement, on aura des sujets pas de bonne qualité. Un peu comme les pitons, on en veut par charcuterie. Voilà, ouais, par exemple. Par exemple. Or, il faudrait que l'éleveur ou alors celui qui veut investir dans l'élevage définisse déjà des objectifs de production. Moi, je veux produire du porc pour satisfaire quelle niche? Si ce sont par exemple les Chinois, comme je vous disais, ça veut dire qu'ils aiment les porcs gras et des graisses tendres. Ils n'ont pas besoin de graisses dures. Ça me donne une idée des races que je dois avoir. Et même en élevage, je dois pouvoir conserver ces races pour chaque fois les servir cette qualité de viande. Si je dois servir à un charcutier comme vous, je dois savoir quelle est la qualité, la texture, les qualités organoleptiques de la viande dont vous désirez. En fonction de ça, ça me donne maintenant le choix d'aller vers certaines races et ça va aller même jusqu'à conditionner l'alimentation que je donne à mes sujets. Parce que cette alimentation va aller impacter sur la qualité de la carcasse. Si déjà nous, en tant qu'Africains, qui voulons investir sur le porc, nous ne sommes pas capables de réfléchir ou alors de mettre un système qui nous permet d'aboutir à ces objectifs, c'est que nous ne foutons rien. Nous ne sommes pas différents de nos aïeux qui jetaient les bêtes un peu comme... C'est-à-dire leur objectif, ce n'était pas de se faire de l'argent, mais ils savaient que quand on a les animaux à la maison, on peut vendre à tout moment et avoir un peu d'argent. Donc on retient que le gros problème du secteur au Cameroun, c'est la formation. C'est la formation. C'est la formation. Nous sommes à l'ère de la mondialisation aujourd'hui. L'Africain de nos jours n'est pas celui-là qui se contente de l'Afrique et de son maître blanc. C'est celui qui peut aller au-delà de ses frontières. L'Africain de nos jours est celui-là qui se retrouve dans tous les continents. La preuve, d'autres qui sont partis étudier dans des écoles en Occident sont même devenus les majors dans leur domaine de spécialisation. Donc pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus limiter l'Africain à l'Afrique. On ne peut plus limiter l'Africain à l'Afrique, encore moins à la pensée blanche ou alors à la colonisation. Je me dis que le problème, c'est la volonté des politiques africaines. Parce que la politique, c'est là de gérer la cité. Sans être politicien, hein. Ouais. Vraiment, je n'ai aucun intérêt à faire la politique. L'unique politique que je peux faire, c'est l'agriculture. Je suis agriculteur et je reste à ce niveau. Je suis agriculteur. Mais je me dis que si le politique avait défini quelque chose d'intéressant, l'Afrique aurait décollé plus vite. Aurait décollé plus vite. Un peu comme les peuples asiatiques ont fait un peu. Oui. Il y a eu ce problème. Il y a eu cette décision du développement. Ils se sont mis au travail. Oui, ils se sont mis au travail. Ouais. Chacun se met au travail à son niveau. Et pour moi, je me dis même le plus gros des problèmes pour la filière porcine. Très peu d'éleveurs de porc se mettent en association. Que ce soit dans des coopératives, que ce soit même dans des simples gîtes. Ce que tu dis est très intéressant. Parce très peu. Ce n'est qu'en vous abordant qu'on peut échanger de connaissances, d'expertise, la façon de penser. Vous allez venir ajouter un plus à ce que j'ai, je vais aller plus vite. Vous voyez? Or, si je me renferme à moi-même, je reste à moi-même, mes limites restent et je peux pas aller loin. En se mettant en coopérative, on a les mêmes problèmes.
si j'ai besoin d'un tracteur, je ne vais pas acheter un tracteur pour moi seul. Je ne vais pas acheter un tracteur, nous sommes ici, on l'utilise. On l'utilise. Voilà. Donc, on l'utilise. Vous pouvez avoir un marché. Je produis et puis on se met ensemble. Vous pouvez même avoir des techniques, des connaissances pour la production. Et puis, on s'échange entre nous et puis on évolue ensemble. Donc, on devrait aussi tout faire. Et je crois que pour le cas du Cameroun, le gouvernement a incité les éleveurs, pas les agriculteurs, à se mettre en coopérative. Bon, là, je me dis que c'est au niveau des acteurs sur scène. Ce sont ceux qui n'ont pas compris cette politique. Non, selon toi, ce sont les éleveurs qui n'ont pas compris. C'est les éleveurs qui n'ont pas compris en coopérative. C'est un point très important que tu soulèves. Ici, au pays, le gouvernement, les coopératives ne payent même pas les taxes. Ils ne payent pas grand-chose. C'est-à-dire que le gouvernement a voulu que tellement qu'ils se mettent en association, en synergie, pour pouvoir supporter les contrepoids, les poux, les difficultés du secteur, qu'il a exonéré presque de toutes les taxes. Mais jusque-là, le petit Africain, je veux dire le petit éleveur camerounais, préfère marcher en rang dispersé. Il préfère... Désolé de te couper la parole, j'ai eu directement une idée venant de Douala. Oui. J'ai rencontré beaucoup de choses, parce que moi étant dans le secteur de la transformation de viande, j'ai rencontré beaucoup de choses. Je me suis dit vraiment, il n'y a pas aussi, peut-être le marché aussi n'est pas éduqué. J'ai vu comment on tue les porcs, j'ai vu j'étais vraiment choqué. J'ai vu comment la qualité du produit que le client recherche. On ne veut pas les produits maturés, les produits qui ont dormi. On veut les produits frais. Mais moi j'ai dit, mais la viande qui dort un jour est plus bonne que celle qui... parce que son pH, ça se fermente. Voilà. À l'intérieur. Et le goût même, la savorosité au niveau de la savorosité. Mais c'est un peu relatif. D'accord. Le goût, la notion du goût, vraiment est tellement relatif que je ne sais pas. En Occident, par exemple, ce qu'ils disent, je trouve de meilleur, n'est pas ce que nous autres Africains nous avons. Peut-être qu'ils préfèrent la viande fraîche ici. Peut-être on a encore ce côté frais, comme l'orange fraîche, et puis on sait que ce qui est frais est bon. Peut-être c'est psychologique. C'est resté psychologique. Mais si on va vraiment goûter les produits qui ont été maturés 2-3 jours, peut-être on va développer ce caractère-là. Ce caractère. Encore moins. Je pense que le problème même se trouve beaucoup plus au niveau de la conservation. Une fois le produit abattu, il faut aussi dire vrai. Abattre de la viande, il faut avoir des moyens de conservation pour que cela garde encore toutes ses valeurs. Mais ça ne prend pas déjà de l'abattage. Oui. Avec l'animal qui a été tabassé, stressé, tout ça. Oui. On va déjà sur une matière première qui a déjà des problèmes. Oui. Durant l'éviscération, la viande est contaminée. Oui. On n'arrive pas à conserver ce type de produit pour 5 jours. Voilà. Par exemple, il en va même de soi. Si on sort même du secteur, parce que chez les porcins, on s'en va peut-être chez les caprins. Je vous assure, le traumatisme que ces animaux subissent affecte immédiatement. Vous allez voir un bouc par exemple, quand on a égorgé avec tous ces stress, sa qualité, sa chair presque a une odeur très forte. C'est-à-dire la viande est contaminée par l'acide caprin qui sort des testicules. Or, si l'animal avait été saigné dans des conditions de lard, la viande serait restée très bonne. Donc, un peu comme pour dire que chez les porcs, ça ne se ressent pas beaucoup. Ça ne se ressent pas beaucoup. Je prends un exemple sur le bouc comme ça pour que les gens comprennent l'intérêt qu'il y a à saigner un animal dans des conditions. Bon, on est vraiment en difficulté côté lumière. Je pense que l'interview, on va chercher une autre occasion pour continuer la visite de la ferme. Sincèrement, ça a été un très grand plaisir d'échanger avec toi. Avec toi, quand je vois tes vidéos sur YouTube, j'apprends toujours quelque chose. Donc ici, tu étais en personne et j'aimerais que tu donnes un dernier message à notre communauté. Okay, chers Africains de la diaspora,
mon message est très simple. C'est toujours le même message. Unissons-nous pour développer notre Afrique. Et si nous refusons de développer notre Afrique, les autres viendront développer à notre place. Et on restera esclave pour l'éternité. Or, l'Afrique regorge encore du potentiel, que ce soit naturel, que ce soit humain. Il suffit simplement de mettre je veux dire quoi, du paquet en jeu, d'investir, de choisir comme continent où vous allez investir notre chère et beau Afrique. Et vous verrez que, je vous assure, dans les 10 prochaines années, l'Afrique va commencer à devenir une puissance. Donc, ici au pays, nous avons tous besoin de vos efforts. Nous avons besoin de tout le monde pour qu'ensemble nous puissions atteindre le sommet. Merci.